Vous payez des impôts sur le revenu? Sur les sociétés? Vous en avez assez de financer le gaspillage de l'État, la bureaucratie tentaculaire, France Télévisions et ses salaires à 5 chiffres, la fraude sociale, la fraude fiscale, l'argent détourné par les oligarques ukrainiens, les 14 milliards d'euros d'aide au développement. Il y a une solution, donner à TV Liberté. Non seulement vous aiderez à faire vivre un média libre et indépendant, mais vous réduirez vos impôts. Si vous donnez 300 € à TV Liberté, vous pourrez déduire 200 € de vos impôts. Votre don ne vous coûtera donc que 100 € et vous aurez privé le pouvoir macroniste du double. Une équation séduisante, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas, soutenez TVL. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Jean Parvulescu, qui est né en Roumanie en 1928 et qui nous a quittés en 2010, est l'auteur d'une œuvre à certains égards assez déconcertante. Les livres du poète, du romancier, du nouvelliste, du métaphysicien qu'il fut, sont animés, hantés, à certains égards habités par un certain nombre d'idées forces et de visions, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles ne sont pas en consonance absolue avec notre modernité matérialiste et scientiste. Regnum sanctum, empire eurasiatique de la faim, grand gaullisme, sont parmi bien d'autres des leitmotifs de son œuvre diverses et en même temps axées sur un certain nombre de perspectives théologiques, métaphysiques et littéraires. Ce sont ces notions, d'autres encore, que l'on essaiera d'explorer pendant cette émission avec mes invités, avec vous donc Stanislas Parvulescu. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le petit-fils de Jean Parvulescu, vous connaissez naturellement de manière tout à fait remarquable et sa vie et son œuvre, et vous êtes également très attentif à rappeler son souvenir, sa mémoire vivante, tant l'œuvre de Parvulescu, me semble-t-il, on sera peut-être amené à voir précisément en quoi, nous parle encore aujourd'hui. Avec nous également Hugues Moreau. Hugues Moreau, vous êtes essayiste, cinéphile, ce qui n'est pas complètement un hasard évoquant l'œuvre de Jean Parvulescu. Vous avez notamment dirigé un volume de communication, un volume collectif paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux en 2017, Le paradis français d'Éric Rohmer. Vous êtes également l'auteur d'un essai consacré à Jeanne d'Arc. Dans le jardin de mon père, Jeanne d'Arc, mystique et théologienne, c'était aux éditions Saint-Léger en 2021. Et surtout, vous travaillez à un essai qui fera date forcément sur Jean Parvulescu, essai à la fois biographique, biographie intellectuelle, que l'on espère pouvoir lire dans les mois à venir. Mais en attendant, j'invite les téléspectateurs à se reporter à l'excellent article que vous avez publié sur Jean Parvulescu, sur le site de la revue Éléments, et qui s'intitule « Jean Parvulescu devant l'Éternel ». Avec nous également Bruno Ditsch. Bonjour. Bonjour Bruno Ditsch, vous êtes écrivain, essayiste, vous aussi cinéphile. Vous avez consacré un essai à Alexandre Sokourov aux éditions de l'Âge d'Homme en 2005. Vous avez été un ami, un proche de Jean Parvulescu, auquel vous avez consacré de nombreux articles, de nombreuses conférences également, notamment à l'École normale supérieure. Et vous aussi, bien évidemment, pourrez nous proposer cet éclairage à la fois intellectuel et presque amical, pourrait-on dire, autour de Jean Parvulescu et de l'homme qu'il fut. Précisément, c'est pour commencer en tout cas, c'est autour de l'homme que fut Jean Parvulescu, même si l'on va évidemment s'intéresser de très près à son œuvre et à sa vision plutôt qu'à ses idées, dirais-je. C'est à l'homme qu'il fut, Stanislas Parvulescu, que je souhaiterais consacrer cette première question. Vous qui l'avez bien sûr très bien connu, pourriez-vous décrire les traits de caractère de Jean Parvulescu tels que vous l'avez approché
Quel homme était-il véritablement, peut-être en regard de son œuvre ou de l'image qu'il donnait de lui-même? Quel genre de grand-père était-il, pourrait-on dire? Alors, dire bien connu, je ne sais pas si on peut le dire, parce que la majeure partie du temps que je l'ai connu, j'étais enfant. Mais j'en ai des souvenirs assez marquants, et surtout, j'ai toutes les histoires qu'on m'en a racontées en famille, qui, il faut dire, changent le personnage. Moi, je l'ai connu assez âgé, déjà, mais avec encore beaucoup de tonus. Il aimait à la fois maintenir une espèce de distance intellectuelle pour pas rompre un peu le masque qu'il portait. Et en même temps, il avait quelque chose de très drôle et de très comique, avec beaucoup d'humour, par exemple nous sortir d'un tiroir une machette pour nous faire un peu peur, ou nous montrer sa machine à écrire, nous raconter des histoires d'Afrique. Il y avait quelque chose comme d'un conteur. Ouais. Oui, donc il avait cet aspect à la fois, enfin, il maintenait cet aspect mystérieux. Il maintenait un certain mystère, même en famille. Même dans l'intimité familiale. Et je dois dire que moi, les histoires que j'en ai eues par ses fils, par mon oncle, ou par mon père, ou par ses filles, sont très différentes de ce que j'ai vu moi en tant qu'enfant. Mais les époques ont changé, le personnage change aussi, et je pense que Parvulesco a évolué toute sa vie, et que donc le Parvulesco de 1934 n'est pas celui de 56 et n'est pas celui de 70, qui est encore moins celui de 2005. Ouais. Alors, je le disais, Jean Parvulesco a une œuvre polymorphique, plurielle. J'ai rappelé qu'il était poète, qu'il était romancier, nouvelliste, critique littéraire également. On le dit peu, alors que ces articles de critique littéraire sont aussi tout à fait remarquables. Je voudrais, dans un premier temps, que l'on commence par ce qui est peut-être le biais, le moyen d'accès le plus aisé dans son œuvre, qui est le romancier, le nouvelliste, l'homme que l'on peut associer de manière un peu simple à la fiction, avec tous les guillemets que cela suppose. Comment peut-on définir l'art romanesque de Jean Parvulesco? Tant lorsqu'on ouvre ses romans, on s'aperçoit très vite, non seulement du timbre, du style si particulier, si personnel de Jean Parvulesco, mais également de son univers, y compris de son univers formel, esthétique. Qu'est-ce que l'on peut en dire, Hugues Moreau, de ce Jean Parvulesco, romancier donc? Oui, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture en fait, en tout cas pour une première approche. On est impressionné tout d'abord par son verbe, en effet, par son univers. C'est très composite, vous le disiez. Il utilise très symbolique aussi, oui, un peu ésotérique, il utilise un style qui paraît aussi emphatique. Enfin, tout cela, c'est, disons, une première approche à travers laquelle on distingue en fait un univers bien personnel, bien singulier. On comprend aussi que sa vie prend une part, son existence, son expérience, son parcours prennent une part eux-mêmes très importante dans ces livres qui sont semi-fictionnels, semi-autobiographiques, et il crée avec ça une espèce d'opération, d'alchimie intéressante d'un point de vue littéraire. Néanmoins, il y a quelque chose. Pardon. Je vous en prie. Il y a quelque chose aussi. Alors peut-être pour moi une sorte un second niveau qui est plus étrange encore. Déjà, sa prose est étrange et son univers l'est. Mais si on y fait attention, il y a quelque chose de captivant qui tient à la nature de son écriture. Ça n'est pas, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais ça n'est pas seulement, sa prose n'est pas seulement une création psychologique qui vise à raconter une histoire. C'est tout. On n'est pas dans le registre du roman naturaliste. Exactement. On n'est pas dans ce registre-là. Ça va plus loin. Et c'est là qu'il est vraiment singulier et qu'il devient encore plus intéressant, évidemment. C'est qu'il y a quelque chose qui opère. C'est une écriture opérative, finalement. C'est quelque chose d'étrange. Là, il y a vraiment... on franchit un niveau là que je ne vois pas tellement ailleurs, qui vient pour une grande part sans doute du poète qu'il est. Exactement. Il a un passé de poète, en fait, on en parlera. Un sens très vif de l'incantation. Dans ce sens-là, exactement. Et c'est ce qu'on retrouve dans ses romans, dans son écriture, de sorte que ce verbe a quelque chose qui captive, mais qui nous fait franchir, en fait, si on y est sensible, évidemment, tout le monde n'y est pas sensible, mais si on y est sensible, on franchit comme une barrière, si on prend garde à ça. Donc il y a une espèce de magie dans son verbe qui tient à sa personnalité aussi. Il a
toute une histoire aussi derrière lui. Donc pour moi, voilà ça, ce qui le caractérise, ce qui va devoir attirer l'attention de celui qui vraiment s'y intéresse. C'est une théurgie qui est à l'œuvre dans l'écriture de Jean Parvulesco, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans son écriture romanesque et poétique cette idée que le langage, le verbe, le logos, peut changer celui qui le manie, celui qui je vais presque dire manipule, comme dans la théurgie néoplatonicienne, mais et celui qui également va le lire. Est-ce qu'il y a une interaction qui se produit? Est-ce que l'objectif de Jean Parvulesco, en écrivant, c'est aussi d'une certaine manière de transformer son lecteur par opération magique, justement, précisément? Êtes-vous d'accord avec ce type d'interprétation? Bruno va nous dire ce qu'il en pense, mais moi je pense que c'est tout à fait ça. C'est même son intention, sa volonté, c'est ce qui l'habite. Pendant toute son existence, à vrai dire, de sorte que, comme je le disais en commençant, son œuvre n'est pas une production d'un simple auteur finalement, mais quelque chose qui va plus loin. Je vais laisser peut-être avec une dimension donc théologique, aussi, une métaphysique. Liturgique et des aspects mystiques, oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans une alchimie très originale, qu'il faut arriver à discerner, parce qu'il va chercher très loin, même dans des zones inquiétantes. Donc, il y a là quelque chose de très spécial, très singulier. Vous êtes d'accord, Bruno Ditsch, avec cette lecture ? Oui, tout à fait. J'aurais même tendance à surenchérir parce que, pour moi, son œuvre romanesque, essentiellement, elle est née de la poésie. C'est-à-dire que les premiers livres en français, c'était des livres de poèmes, La miséricordieuse couronne du Tantra, Traité de la chasse aux faucons. Comme le titre ne l'indique pas forcément, ce sont des recueils de poèmes. Et là-dessus est venu le roman. Bon, entre-temps, il y a eu La Spirale prophétique, qui était un recueil d'articles. Mais là-dessus est venu le roman qui, pour moi, est le plus essentiel, même s'il y en a d'autres qui sont très importants également, mais qui est La Servante portugaise. Et son premier roman, c'est ça ? C'est le premier roman publié en français. Après, en avait-il écrit d'autres auparavant? Cela, je l'ignore. Mais c'est le premier roman publié en français chez l'Âge d'Homme, donc en 1987. Et ce qui caractérise ce roman, je dirais plus encore que les suivants, c'est effectivement la part importante qui prend une forme d'écriture poétique. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi... par moments presque des articles de politique ou de géopolitique dans une espèce de collage. C'est peut-être pas ça d'ailleurs que je retiens le plus, mais je crois qu'on n'a pas non plus fait suffisamment attention aux romans de poètes. Il y en a d'autres qui sont extraordinaires dans la littérature. Je pense à L'amoureuse initiation de Oscar de Miloš. Oui, absolument. Au cahier de Malte, Lauritsbrigge de Rilke. Eh bien, La Servante portugaise, c'est un roman de poète. Et en ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et donc, effectivement, l'action sur le lecteur passe par cette dimension incantatoire et poétique, comme on l'a souligné. Et effectivement, il y a l'ambition très clairement affichée, il ne s'en cache pas, de vouloir changer le monde. C'est aussi bien au niveau du récit, les personnages veulent changer de monde, mais l'auteur Jean Parvulesco aussi veut changer le monde. Effectivement, quand j'avais fait une conférence, j'en ai fait qu'une seule en fait, je rectifie un peu, donc j'avais appelé ça le livre qui doit changer le monde. Et au bout du compte, je ne sais pas s'il a vraiment changé le monde, mais il a certainement changé des choses pour ses lecteurs. Moi, personnellement, en tout cas, c'était le cas, parce que j'étais très jeune quand j'ai lu La Servante portugaise, et puis ça m'a sorti un petit peu de Nietzsche, enfin, ces lectures d'adolescents, et puis ça m'a tourné vers René Guénon, et puis tous les auteurs ésotériques qu'il cite. Donc, ça a eu un effet sur moi indéniable. Et peut-être aussi, mais ça on y reviendra peut-être par la suite, peut-être aussi l'écriture a contribué à le changer lui-même, c'est-à-dire que
Jean Parvulesco, que j'ai connu à la fin de sa vie, c'était pas celui que j'ai connu en 1990. Ce qui confirme les propos de Stanislas Parvulesco. Ouais. Donc, voilà. Mais en quel sens précisément, puisque nous sommes dans il y a une double référence à ces évolutions, pourriez-vous, l'un et l'autre, éventuellement caractériser ces évolutions, enfin en donnant un exemple? En quoi n'était-il pas le même en 1934, pour reprendre la date que vous avez donnée, Stanislas Parvulesco, et en dépit de son jeune âge à ce moment-là, et puis le Parvulesco des années, par exemple, des années 70, est-ce qu'on peut caractériser ces périodes? Moi, je pense qu'avec l'âge, il a pris ce qui est normal de la sagesse, mais je crois qu'il a aussi pris beaucoup de légèreté. Que c'est un personnage qui devait être beaucoup plus sérieux, sévère et strict dans sa première jeunesse, et que les expériences qu'il a vécues, entre autres d'emprisonnement, d'exil, de violence, l'ont petit à petit amené à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté qu'au début. Et je pense que, même dans son travail d'écriture, accéder au roman, à un roman comme par exemple, qui n'est pas vraiment un roman d'ailleurs, mais accéder à Vladimir Poutine et l'Eurasie, oui. C'est même déjà une preuve de grande légèreté parce qu'il quitte le grand style poétique et le roman pour faire un petit essai avec encore des touches d'ésotérisme bien sûr et d'écriture poétique, mais qui correspond pas à ses écritures précédentes où il s'acharnait beaucoup plus à concevoir une ligne... Comment on peut appeler ça? Une ligne un peu comme dans les romans du XIVe et XIIIe siècle poétique, où on suit avec les mots qui vous guident vers une fin, plus encore que l'histoire elle-même. Mmh. Est-ce que l'on peut dire, du coup, qu'il y a aussi, dans l'écriture de Jean Parvulesco, on reste dans le registre encore romanesque, en particulier. Est-ce qu'on peut dire, vous aviez parlé d'une certaine forme de légèreté, vous avez parlé du sens de l'humour dont il pouvait faire preuve éventuellement. Est-ce qu'il y a dans le roman parvulesquien aussi une part humoristique, une part de détachement, voire une part d'ironie? Est-ce qu'on peut l'apercevoir ou bien est-ce exclu? On peut certainement l'apercevoir dans la Servante portugaise, par exemple. Si vous relisez la première partie, le long de la rivière Noire, bon, à la fin, c'est manifestement ironique, il se moque un peu de lui-même, ça transparaît très nettement, hein. Donc oui, bien sûr, il y a cette dimension ironique, et puis il y a des détails qui sont très drôles. Quand il décrit l'atmosphère de ce bar qui s'appelait Les Concessionnaires, je crois, qui a dû exister, enfin il avait peut-être pas le même nom, donc je ne sais pas exactement, mais clairement, oui, il y a une dimension ironique et humoristique qui est très présente, ça c'est indéniable. La première page de Rendez-vous au nord du lac, c'est un peu ça aussi. Hein. Elle est assez épicée. Il raconte comme il manque de se faire égorger, attrapé par deux noirs qui veulent lui faire passer un mauvais quart d'heure. Oui. Et là, on peut rigoler même en lisant la scène. C'est vrai. C'est vrai. Tous ses proches ont en mémoire des moments de rigolade extraordinaires avec lui. Enfin, tout le monde me dit à quel point il pouvait être très drôle dans la vie. Et cela transparaît, en fait, c'est une ironie qui transparaît, en effet, comme on le disait à l'instant, dans beaucoup d'épisodes de ses livres. Alors, dans ce registre de l'action romanesque, en quelque sorte, enfin pas au sens du drame romanesque, mais du caractère opératoire de la magie poétique romanesque, incantatoire dont on a parlé, et pour aller dans un registre plus biographique, Jean Parvulesco a-t-il eu lui-même, hors le travail intellectuel et spirituel, une tentation d'activisme pour le coup? C'est-à-dire que cette volonté de changer le lecteur, cette volonté de se changer soi à travers la pratique de l'art romanesque et de l'art poétique, s'est-elle incarnée à un moment ou à un autre d'un point de vue plus politique et moins métapolitique, même si l'on viendra évidemment sur cet aspect métapolitique qui est très important. L'activisme théurgique, si j'ose dire, de Jean Parvulesco, quel est-il? Pendant combien de temps? Quelle nature? Est-ce un épisode sans grande signification ou est-ce important dans sa vie, ce versant de l'engagement? Tous les débuts.
Hugues Moreau. Oui, alors là, je pense qu'on est au cœur du problème, au cœur du sujet. C'est d'ailleurs assez compliqué parce que toute l'ambiguïté du personnage est là, du personnage et de l'œuvre aussi d'ailleurs. En réalité, oui, évidemment, c'est un activiste du début à la fin, et en tout cas au début de son existence, dans sa jeunesse, on le voit, et ça se poursuit. De quel activisme s'agit-il ? Voilà. Donc là, il y a tout un travail à faire de discernement. Indéniablement, ce qu'on voit quand on regarde son parcours, on voit un activiste jeune, d'abord, anticommuniste. Oui. Donc, c'est très important. C'est très important. Ouais. La politique, c'est très important. Ouais. Et il est engagé là-dedans. Et il est double. Dans les années 50, 60 encore, c'est vraiment un poète, méconnu des Français, mais bien connu des Roumains, des exilés, de l'exil roumain, du monde intellectuel roumain. Mais c'est aussi un activiste anticommuniste très actif, enfin je veux dire, très occupé par ce problème, cette question. Il écrit beaucoup dans des revues spécialisées, des articles, au moment de la guerre froide. Il est c'est un activiste de la guerre froide. Donc là, il y a beaucoup d'épisodes, des choses pas faciles, d'ailleurs souvent à distinguer. Et cet aspect-là l'habite. Mais c'est assez curieux, on est un peu ennuyé parce que du fait, en raison de ce qu'on vient de dire sur son œuvre, sur son écriture, c'est-à-dire qu'au fond, quelle est la vraie nature de cet activisme ? Il a l'air d'être un activisme politique, virulent même, on le voit partout par Voulesco, enfin on le voit sans le voir, mais il est partout dans l'ombre. Donc de quoi s'agit-il ? Parce que par ailleurs, en lisant, en découvrant son œuvre, en creusant un peu, il en parle d'une manière spéciale, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire d'un activisme au fond spirituel. Oui. Donc, comment s'articulent ces deux dimensions ? C'est là la vraie question. Au fond, on parlait de son évolution à l'instant. Il a, je pense que cette question, mais c'est à préciser, au fil du temps, c'est de plus en plus, en quelque sorte, élevé. C'est-à-dire que ce qu'il voyait, lui, comme un activisme dans le monde, en réalité, il le vivait de plus en plus comme un activisme métaphysique. Je pense que ça a évolué comme ça, et il est très intéressant d'essayer, bien sûr, de bien cerner tout cela à travers son parcours, son œuvre, ses épisodes. J'ai retrouvé, si vous voulez, je l'ai pris avant de venir, j'ai retrouvé un petit extrait d'un article que lui-même a écrit, où il parle justement de cet activisme politique et actif. C'est assez court, mais continuez pendant que je retrouve l'extrait. Et comme ça, c'est une très bonne idée de faire une citation et de donner un extrait de par Vulesco. On va essayer de... Oui, moi je Bruno Ditch. compléterais simplement en disant effectivement, cette dimension originelle, fondamentale, parce que comme pour beaucoup de Roumains et de ressortissants de l'Europe de l'Est, et de façon bien compréhensible, le communisme c'était le mal absolu. L'enfer. Donc il y a eu cette dimension. Et puis, par la suite, il y a toujours eu, je dirais, en termes de tentation et de tentative, effectivement, il y a toujours eu cette idée de vouloir influencer le cours des choses. Mais en même temps, dès la servante portugaise, déjà, c'est sur un constat d'échec que ça se termine, parce qu'il essaye d'entrer en contact avec Chirac, avec Mitterrand, et puis ça fait flop, et donc il le dit lui-même dans le roman, en fait. C'est très curieux. Mitterrand, il y arrive, je crois. Il y a eu un ou deux télégrammes de Mitterrand. Mitterrand, il l'aurait croisé dans le Val d'Oise, de ce que j'ai cru comprendre. Mais, on aura l'occasion d'ailleurs de parler peut-être de cette géographie de Jean Parvulesco qui est très singulière et qui est passionnante. Mais l'extrait Stanislas Parvulesco, que vous souhaitez Jean lire. disait dans un article que j'ai retrouvé, « J'ai connu la cellule blindée numéro 15 de la prison centrale de l'UDBA titiste à Belgrade, le camp de concentration de Zrenjanin dans le Banat yougoslave, ainsi que le camp de travaux forcés de Litva Banovic en Bosnie dans les mines de charbon. J'ai fait clandestinement toute l'Europe, de Belgrade à Lisbonne, et toute l'Afrique du Nord aussi. J'ai été assigné à la résidence à Melilla, au Maroc espagnol, et j'ai navigué clandestinement dans toute la Méditerranée occidentale à bord de certains bâtiments espagnols ou qui battaient le pavillon libérien. Il y a de cela une quarantaine d'années, en des temps de folie et d'aventure, aussi exaltantes que dangereuses, dont je n'ai gardé qu'un souvenir comme étranger à moi-même, comme s'il s'agissait de la vie d'un autre. J'avais alors à maintes reprises frôlé de très près la mort, vraiment de très près, j'avais senti sur moi son souffle glacé.
Mais tout s'est perdu dans l'obscurité, dans les brumes d'un passé désormais insaisissable, comme vidé de lui-même, inexistant. J'ai également participé aux grandes batailles politiques de l'OAS, comme secrétaire général du gouvernement provisoire de l'Algérie française et du Sahara à Madrid, et plus tard aux côtés du docteur Jean-Claude Pérez. On voit un peu, là, le côté militant de jeunesse. En effet. Alors, précisément, venons-en à cet aspect donc plus directement métapolitique. On a vu le versant donc politique, activiste, puis le versant évidemment, c'est ce qui nous a préoccupé, d'abord littéraire, disons au sens large du terme. Je le disais au tout début de cette émission, un certain nombre de leitmotifs reviennent dans les œuvres de Jean Parvulesco, aussi bien les œuvres romanesques que les essais et même parfois les poèmes. Et parmi ces thèmes, il y en a un qui est très important et qui ressortit d'une forme de géopolitique poétique et elle aussi métapolitique, qui est celui de l'empire eurasiatique de la fin, du regnum sanctum. Qu'en est-il de la métapolitique de Jean Parvulesco ? Quelle est cette vision impériale qu'il propose ? Est-elle exclusivement d'ordre temporel et donc politique européen, pourrait-on dire, ou pan-européen? A-t-elle également, me semble-t-il, oui, mais vous nous en direz plus, une dimension spirituelle, une dimension presque éternelle? Que peut-on dire de ce leitmotiv de l'empire eurasiatique de la fin, qui fait entendre évidemment des perspectives eschatologiques chez Jean Parvulesco? Pourquoi une telle insistance dans ce sens-là? Je ne sais pas, Bruno Ditsch? Écoutez, l'empire eurasiatique de la fin, c'est en quelque sorte l'île de l'être, donc l'Eurasie, peut-être dans certaines versions avec l'Afrique, donc en tant qu'elle s'oppose aux puissances océaniques, et en ce sens c'est complètement métapolitique puisque ça remonte à Platon, à la guerre de l'Atlantide et d'Athènes. Et donc ça prend une nouvelle actualité troublante en ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr. Et donc effectivement, il y a vraiment cette idée que pour faire face à ces puissances océaniques de dissolution, d'une certaine manière, l'île de l'être doit réaliser une certaine forme d'unité pour faire face justement à ces forces anthropiques. Oui, dissolvantes, en effet. Dissolvantes. Oui. Hugues Moreau Oui, je pense qu'en effet, c'est à ce niveau à la fois de rencontre et de discernement qu'il faut arriver pour le comprendre. C'est ce qu'il veut dire. C'est une vision, certes, qui peut avoir une dimension temporelle, mais qui en réalité est de toute façon, évidemment, métaphysique, spirituelle, eschatologique. Oui. Cet imperium, c'est bien sûr l'imperium de l'être. Alors, lui, évidemment, on le verra peut-être, c'est une marque, j'allais dire, de fabrique de Parvulesco, c'est d'utiliser différentes sources ou plutôt différents phénomènes religieux, spirituels, de différentes traditions ou philosophiques. Et de les articuler en s'attachant d'ailleurs plus à leur profondeur qu'à leur réalité immédiatement perceptible. Donc c'est pourquoi l'imperium, avec lui, doit être compris aussi dans une dimension apocalyptique, dans la johannique, paraclétique, pour bien voir ce qu'il entend. Mais ce qui est intéressant au fond avec lui, c'est que on ne renie pas pour autant l'ancrage, l'incarnation. C'est pourquoi il en parle de manière finalement, on le voit comme Stanislas citait à l'instant le livre Vladimir Poutine et l'Eurasie, qui est finalement assez politique et géopolitique. Donc on voit qu'en réalité il articule l'incarnation, le terrestre avec le céleste au fond. Donc et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il pourrait ne parler, comme tout le monde le fait en général, que d'un aspect, l'un ou l'autre, et il est beaucoup plus difficile et intéressant d'articuler les deux. Et je pense que, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut voir Parvulesco et cette dimension géopolitique de Parvulesco. On pourrait presque dire qu'il le pense comme un Indo-Européen sous un drap catholique. Oui.
C'est ça qui est aussi très important. Vous faites référence à deux traditions qui se sont d'une certaine manière télescopées, parfois combattues. Vous faisiez allusion, Hugues Moreau, à ces diverses sources d'inspiration, toujours traditionnelles, mais très différentes, de Jean Parvulesco. Il y a chez lui cette pensée donc paraclétique et donc spirituelle. Le paraclet, c'est le Saint-Esprit, l'avocat apocalyptique, et donc qui est évidemment biblique, néo-testamentaire, en particulier chrétienne, catholique. Il y a également dans ces ressources spirituelles que va chercher, dont va s'emparer et que va vivre Jean Parvulesco lui-même, des sources plus indo qu'européennes, ou tout autant indo qu'européennes, c'est-à-dire indiennes en l'occurrence, et avec le tantra. C'est la question du tantra, qui est aussi celle de ce mariage dont vous parliez, Hugues Moreau, du masculin et du féminin, du temporel et du célestiel. Qu'est-ce qu'il en fait métapolitiquement, et même, pourquoi pas, revenons un peu en arrière, esthétiquement, de cet alliage, de ces alliages, Jean Parvulesco? Oui, donc c'est l'un des fils conducteurs de sa pensée, de sa pensée. On le voit, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution. C'est quelque chose qu'on peut, quand on y regarde de près, on voit apparaître cette idée dans son parcours à un moment donné. Enfin bon, qu'importe, mais en tout cas, ça reste un fil conducteur sur lequel il insiste plus ou moins, d'ailleurs, dans certaines œuvres, beaucoup dans La Servante portugaise dont nous parlions à l'instant. Donc très tôt. C'est quelque chose qui est là, qui est présent très tôt. Moi, je vois des traces de ça dans les années 60 dans différentes sources, y compris dans la correspondance, par exemple. Donc c'est quelque chose qui l'habite et qui n'est pas seulement lié à son œuvre, mais on en a parlé de cet aspect déjà. Donc ce tantrisme, évidemment, on peut être désarçonné en lisant Parvulesco et toute sa dimension tantrique, lié à la déesse Kali, et au Kali Yuga, justement. Voilà, l'âge noir, donc l'âge de fer. Mais là encore, il faut prendre en tout cas, c'est ce qu'il me semble, il faut prendre cette dimension, certes, comme quelque chose qu'il puise dans la tradition indienne, mais il faut faire attention à ce qu'il en fait. Il l'utilise pas seulement de manière symbolique, si vous voulez, mais pour sa substance, spirituelle, pour ce que ça veut dire, plus que pour tout l'ensemble religieux, tout le substrat religieux que ça recouvre. Oui. Et il procède ainsi avec d'autres éléments, d'ailleurs. L'imperium, au sens philosophique, en est un. Donc il associe tout ça. Et alors, néanmoins, il l'utilise en tant que tel, puisqu'on voit dans ses romans beaucoup il accentue la dimension rituelique et le rituel amoureux, y compris sexuel. Voilà, l'éros, qui est essentiel aussi, important. Tout à fait. Sendium amoris. Oui, qui est un autre motif de son œuvre. Exactement. Donc, mais il faut bien voir que tout ça, si c'est parfois symbolique, peut-être pas uniquement, est pris et retient son attention, surtout parce que lui n'a pas de barrière. Lui, il cherche là où s'exprime le sacré. Et partout où le sacré va s'exprimer de manière pertinente et intéressante, au moins dans l'essence de cette expression, il va y trouver matière, il va trouver grain à moudre et l'utiliser dans son système. Et c'est vrai, je pense, bon, c'est un peu ma lecture, mais je pense que c'est vrai pour le tantrisme, le tantra, bien que ce soit très important pour lui, pour autant. Religieusement, même d'un point de vue catholique, il était devenu catholique, sa façon de voir le catholicisme, c'était pas pareil. Il pensait beaucoup plus, il parlait beaucoup plus, il avait une beaucoup plus grande vision de Sainte Thérèse ou de la Vierge Marie que de Dieu ou de Jésus lui-même. Absolument. Il n'en parle quasiment jamais de Dieu. Justement, cette articulation de l'origine roumaine, donc disons grossièrement orthodoxe, le monde orthodoxe grec, byzantin en arrière-plan, et puis cette mariologie, ce sens de la déesse, j'allais dire, ce sens du féminin sacré, catholique pour le coup, marial. Comment en est-il venu à mettre en avant cet aspect-là, qui est aussi très, très marqué dans son œuvre? Je pense que les femmes ont été une des choses qui ont le plus marqué sa vie et qui ont été les plus importantes à ses yeux. Je sais que la rencontre avec ma grand-mère a été pour lui un moment d'une très grande violence, presque physique et intellectuelle,
parce que ça a été un amour fou, que sa mort a été une chute terrible pour lui, et qu'elle l'a suivi d'un bout à l'autre, et à chaque fois qu'il entend parler de quelque chose qui vient lui parler au nom d'un dieu ou au nom de quelque chose, c'est toujours une femme. La femme qui lui apporte le pain et le raisin en Serbie, la femme où un souffle qu'on sous-entend être féminin lui apparaît rue Bois-le-Vent, et ensuite, tout le temps, ça revient des femmes, et les femmes l'ont accompagné. Il parle des filles et des actrices qu'il a aimées et qu'il a trouvées formidables. Je pense que c'est un homme qui a été toute sa vie mené par les femmes en partie. C'est la femme salvatrice, hein. C'est une des figures. La femme est toujours là pour le sauver. Voilà, oui. Qui le sauve. Hein. Et lui n'arrive pas à la sauver. D'ailleurs, il s'en reproche dans 2 de ses livres. Je crois que c'est dans la National portugais qui se reproche en disant oui, c'est à cause de moi qu'elle est morte. C'est moi qui ai tué ma femme. Oui, il y a une espèce de complexe de culpabilité qui émerge à ce moment-là. Alors effectivement, il y a plusieurs éléments qui sont assez complexes. D'une part, effectivement, les pérégrinations amoureuses des protagonistes de ces romans, souvent presque toujours un vernis tantrique. Donc il y a l'idée aussi liée à ces conceptions géopolitiques que c'est une forme de magie sexuelle finalement, et que il va contribuer à faire changer le monde par alors là je mélange l'auteur et les protagonistes des romans au niveau diégétique et extra-diégétique, comme disent les critiques littéraires pédants, mais en fait les deux sont c'est difficile parfois de faire la part des choses entre les deux versants. Et donc, il y a toujours cette idée, effectivement, d'opérations amoureuses, magiques, éventuellement de groupe dans certains romans. Et en même temps, effectivement, cet aspect de culpabilité, on le voit dans les mystères de la Villa Atlantis, on le voit dans la poésie et dans l'entretien qu'il avait donné sur sa poésie, où il explique que sa poésie instruit l'œuvre au jaune dans le grand œuvre alchimique, et que à un moment donné, il faut abandonner, il faut que l'opérateur abandonne la femme qui l'a accompagné jusque-là au profit d'une autre, parce que ça fait partie du grand œuvre alchimique. Alors bon, là, je laisse la responsabilité. Mais ce qui est important, c'est cette dimension alchimique de sa poésie, parce qu'elle est effectivement très très prégnante. Et dès la miséricordieuse couronne du Tantra, donc il y a à la fois effectivement cette dimension tantrique, en tout cas érotique et autobiographique, des aspects géopolitiques, et puis la dimension hermétique et alchimique qui est omniprésente, et par moments c'est des descriptions de phases de l'œuvre qu'on croirait sorties de Fulcanelli en fait. Et de mœurs philosophales. Parfois, il joue avec ces 3 niveaux, c'est-à-dire, il y a un poème, alors je ne me souviens plus du titre du poème, mais où il est beaucoup question de l'Orient et de l'Occident, donc de la géopolitique, et à la fin, il y a des citations de l'Atalanta Fugiens qui viennent comme une pirouette pour nous dire que finalement l'Orient et l'Occident c'était aussi des métaphores du grand œuvre. Donc, Alors cette question alchimique effectivement qui traverse, comme fait exprès notre émission, c'est le mot que vous avez utilisé, l'alchimie, Hugues Moreau d'emblée. C'est juste une parenthèse mais qui n'en est pas une au fond. Quelle est l'œuvre au noir de Jean Parvulesco? Quelle est la phase de l'œuvre au noir? Vous avez fait allusion à quelque chose de parfois un peu ténébreux, un peu obscur. Dans toute opération alchimique, il y a ce versant-là. Dans l'œuvre de Jean Parvulesco, quel est-il ? Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a en effet déjà un sentiment d'échec qui l'habite et qui le poursuit beaucoup dans les dernières décennies de son existence. Il en parle beaucoup, mais la
l'œuvre noire est un peu là, et, Oui. mais il y a aussi son écriture elle-même est une œuvre noire. Il le dit, j'écris au noir. Hein, donc le travail se fait là, à ce moment-là aussi dans son œuvre. Et puis, bon, si on devait essayer d'ausculter d'un peu plus près son parcours existentiel, à ce moment-là, je pense tout de suite à une phase très sombre de son existence, et qui est aussi indéniablement un tournant majeur. Le tournant, c'est le début des années 60, c'est la période espagnole. Il est exilé à Madrid pendant 5-6 ans, et c'est l'époque notamment où il perd sa jeune femme. Et c'est l'époque des pires aventures, on est presque là dans la table ronde, celle auquel faisait allusion Stanislas. Là, si on devait trouver un moment, en tout cas, dans sa vie, ça serait celui-ci peut-être. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette période. Voilà, mais vous comme je vous disais, dans votre ouvrage, hein, oui, que l'on attend. c'est presque incroyable même quand on voit certains épisodes, mais certains sont très sombres en effet. Et quelquefois il fait allusion à ça de manière assez nette. Donc, dans son existence, il y a cet épisode, en effet. Et c'est après cet épisode qu'il bascule d'ailleurs de l'image de l'anticommunisme vers la découverte plus précise de l'impérium. C'est après cela qu'il parle de manière plus précise de l'impérium, qui devient... on passe de son anticommunisme occidentaliste pro-américain, pro-CIA des années 50, à la fin des années 60, au grand gaullisme. Voilà, alors je voulais venir précisément au grand gaullisme. Arrêtons-nous là-dessus. Voilà, si vous permettez, le tournant. Parce que voilà, c'est quand même très important. Ce fameux grand gaullisme, auquel il consacre un livre, mais enfin qui est présent dans son œuvre de manière latente ou explicite à plusieurs reprises, quel est-il ? Autrement dit, autre manière de formuler la question, quelle est dans l'impérium parvulesquien, quelle est la place, j'allais presque dire en un raccourci un peu saisissant, du royaume de France ? C'est-à-dire, quelle est la place de la vocation française dans cet empire eurasiatique de la fin, puisqu'il me paraît évident que pour Parvulesco, la France a une mission spécifique. J'évoquais tout à l'heure sa géographie sacrée parisienne. Bon, exemple, Montmartre, le Sacré-Cœur. Il y a là quelque chose de très important pour lui. Que peut-on en dire de ce grand gaullisme ? Quel est-il ? Oui, alors... bon, c'est quelque chose donc qui apparaît après son aventure espagnole, qui est bien l'application ou plutôt la révélation pour lui d'une profondeur métaphysique de certaines revendications géopolitiques gaulliennes. Bon, on peut le dire comme ça déjà simplement. Oui. En réalité, c'est une affirmation, une précision de ses propres visions sous diverses influences, particulièrement Abellio d'ailleurs. Très important. Au début des années 60, Abellio, il rencontre Abellio à ce moment-là, plus ou moins, et il prend une part importante. Abellio, donc ce prophète géopoliticien aussi, à sa manière. Métaphysicien. Polytechnicien de formation, c'est important de le signaler. Oui. Donc là, il y a en effet ce tournant. Grand gaullisme, bon, c'est la dimension spirituelle de l'impérium. En effet, on pense bien entendu à la vision gaulienne de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Oui. Bon, on vient chevaucher là l'eurasisme déjà ancien, mais là aussi, Parvulesco va chercher une intériorité, va chercher une profondeur peut-être gaulienne, mais au-delà, il le dit lui-même, le grand gaullisme, c'est au-delà de Gaulle, évidemment. Bien sûr. Ils ont peut-être aussi construit ça à deux. Je pense qu'il y a une grande partie, comme ils ont écrit à deux là-dessus, et une grande construction avec Dominique Deroux de cette idée de gaullisme qui part peut-être même un peu de Deroux plus que de Jean, et Jean qui a suivi et qui a trouvé ça très intelligent et qui s'est dit c'est une idée qui me va. Alors voilà une question, lequel de influencer l'autre Et c'est une question très importante. L'écriture de Charles de Gaulle, de Dominique Deroux, en effet, c'est quand même. On a parlé d'Abellio. Je pense qu'ils se sont eux-mêmes tous les deux écrit l'un des livres pour l'un pour l'autre, des articles l'un pour l'autre sur ce thème-là principalement.
Alors moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que par rapport à la place de la France dans cette île de l'être, il y a pas seulement le gaullisme, mais aussi le mythe du grand monarque qui passe souterrainement dans son œuvre, qui est très important. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur l'œuvre au noir, parce que, en fait... ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, toutes les spiritualités, je dirais toutes les spiritualités lumineuses le fascinent et pour lui convergent par le haut. Mais il y a aussi dans ses écrits, et il ne faut pas le nier, il n'y a pas une confusion entre la lumière et les ténèbres, mais il y a une fascination pour le mal et les ténèbres qui est tout à fait évidente dans ses romans et qui fait partie, qui peut faire partie aussi de l'attrait de son œuvre. Il ne faut pas le nier. Ça, c'est aussi important. Je pense que ça, ça correspond à la chute le moment où ma grand-mère est morte. Parce que d'un seul coup, il a tout abandonné. Il a laissé ses enfants sur place à Madrid. Il a pas repris contact avec eux jusqu'à ce qu'ils aient quasiment 15 ou 16 ans. Et il a complètement abandonné toute idée de France, de tout le reste. Il a disparu. Plus personne ne l'a vraiment vu entre, on va dire, 60 et 68. Dans ces eaux-là, il y a 8 ans d'une totale destruction de l'être. Je pense qu'il a essayé par les expériences qu'il a dû faire en Afrique ou les expériences de guerre, de s'auto-détruire presque, et de détruire en tout cas le chagrin et la douleur qu'il avait en lui, pour devenir un homme nouveau. Et c'est peut-être là son travail noir, justement. En 1967, je crois, il y a quand même son premier texte qui paraît en français dans le cahier de Lerne, Georges Bernanos, Les plus secrets chemins. Alors, vous évoquiez le grand monarque, la question du grand monarque Bruno Ditsch. Vous avez évoqué René Guénon, vous l'avez cité dans une de vos interventions. Comment, dans la pensée de Parvulesco, dans sa manière de voir les choses, s'articule ou ne s'articule pas d'ailleurs, je ne sais pas très bien, à la fois cet attrait pour le côté, disons, occultiste, Saint-Yves d'Alvèdre, le côté synarchie, le côté 19e siècle, et puis cette rigueur, d'une certaine manière, rigueur poétique, mais les deux termes ne sont pas nécessairement contradictoires, qui est ressortie plutôt de la métaphysique et de l'ésotérisme, si on distingue bien les deux, ésotérisme et occultisme. Il y a quelque chose chez Parvulesco, puisqu'on parlait d'œuvre noire, il y a un goût du mystère, un goût de l'obscurité, un goût presque pour aussi, disons, pour le fantastique, pour le roman policier, pour l'énigme. Comment, y compris donc les énigmes de l'histoire, hein, il y a une collection autrefois qui s'appelait La France mystérieuse. Bon. Qu'est-ce que l'on peut en dire de cette vision-là chez lui ? Je dois dire que c'était un lecteur compulsif qui lisait vraiment énormément dans de très nombreuses langues, que ce soit des articles de journaux, des livres, et il devait lire, je pense, dans 7 ou 8 langues différentes. Et comme tout écrivain, quand on lit, on s'imprègne, et la lecture transforme notre écriture nécessairement. Et je pense que c'est ça qui fait aussi des différences, c'est qu'en fonction de ses lectures du moment quand il a écrit son livre, ça s'imprègne de certaines traditions, d'autres traditions, et ça s'imprègne de l'influence du moment. Oui, il y a des empreintes en quelque sorte. Il y a des empreintes par livre. Qui viennent c'est vrai que l'un sera plus évolien, l'autre plus guénonien, parce qu'il aura lu 3 livres de Guénon la veille, et l'autre il aura lu 3 livres d'Évola la veille, et donc ça évolue différemment. Oui. Oui, et puis tout en étant fasciné par Guénon et par sa rigueur intellectuelle, il a eu le mérite de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de retrouver ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans des courants occultistes du 19e siècle. Même chez Crowley Oui. Vous savez, il y a tout un courant occultiste français, anti-guénonien aussi, qui passe par Guy René du Meyrou, qui passe par Francis Varin et des gens comme ça. Donc, il n'y a pas que René Guénon. Hein. Bien sûr.
Ce qui est très frappant, vous évoquiez Stanislas Parvulesco, les grandes lectures de Jean Parvulesco, c'est qu'il fut aussi, on ne le souligne pas assez, me semble-t-il, lui-même un très grand lecteur et un très grand critique, comme je le disais au début de cette émission, et très généreux, ce qui est rare d'ailleurs dans la profession, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à mettre en avant des très jeunes, des gens très jeunes. Exactement. Et donc cette générosité de Parvulesco aussi, qui est, encore une fois, c'est plutôt l'exception que la règle dans le milieu littéraire. Comment l'expliquer ? Quelle est la... J'ai deux exemples là-dessus. J'ai Richard Kitaïev et Sébastien Lapac. Sébastien Lapac qui ne doit pas avoir plus de 60 ans aujourd'hui. Quand il avait 20 ans, mon grand-père a expliqué que c'était un des plus grands, le futur plus grand journaliste français. Il y avait parfois, je pense qu'il avait des... Je sais qu'un diplomate, pour avoir raison, il donne plusieurs propositions. Donc il va envoyer 14 télégrammes le même jour, disant 14 solutions au problème. Et celui qui réussit, vous avez vu, j'avais dit que ce serait comme ça que ça se passerait. Ouais. Donc dire de plusieurs journalistes et de plusieurs écrivains qui vont marcher, c'est aussi une méthode pour être sûr de ne pas se tromper, d'en avoir un ou deux de ceux-là, et qui ce jour-là vous remercie. Oui. Parce qu'il y avait c'était aussi un homme de réseau, quand même, Parvulesco. C'est un homme qui toute sa vie a gardé des réseaux partout pour avoir toujours une information neuve, nouvelle et un œil plus ferme sur chaque chose qui l'intéressait. Il passait sa vie au téléphone, rue Boulevard Suchet. Oui. Je crois aussi que, cette générosité se reflète aussi dans le nombre de citations qu'il y a dans ses livres. Il cite volontiers ses confrères, il cite les autres écrivains, les autres penseurs, avec une grande générosité et prolixité dans son œuvre. On se dit même parfois, quand on lit un livre de Jean Parvulesco, il me manque quelques références. Donc on a besoin d'attraper le bouquin à côté pour le lire en plus, parce que sinon on peut se perdre dans des références. Oui, puis il y avait aussi on a évoqué Abellio, on a évoqué Dominique de Roux, que l'on ne pouvait pas ne pas évoquer. Encore l'a-t-on fait d'une manière beaucoup trop rapide, bien sûr, mais nous sommes évidemment contraints par la durée de l'émission. Il y a aussi une très belle complicité, une très belle amitié, à laquelle je ne peux pas ne pas faire allusion au terme de cette émission, de Jean Parvulesco avec Guy Dupré, puisqu'ils ont tous les deux, en quelque sorte, fait un échange de préfaces, et Guy Dupré est un admirable écrivain, un admirable prosateur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette amitié et de cette complicité qui s'est nouée avec Guy Dupré? Était-elle exclusivement littéraire, poétique? Y avait-il là aussi un soubassement, compte tenu des intérêts de Guy Dupré, les intérêts intellectuels et spirituels de Guy Dupré, une complicité beaucoup plus forte, mais dans cet ordre d'idées-là? On manque un peu de... Enfin, vous préciserez aussi, mais on manque un peu de sources quant à cette relation. D'accord. Pour ma part, ce que j'en sais, c'est que Parvulesco, à un moment donné, dit que Guy Dupré est le plus grand écrivain français de son temps. C'est un immense écrivain. En effet, c'est un immense écrivain. Et on rejoint aussi la générosité dont vous parliez à l'instant. Ben oui. Et de son côté, Guy Dupré a... en direct d'ailleurs, lors d'une émission radio, un peu reproché à Parvulesco de ne pas être suffisamment compréhensible et de ne pas suffisamment penser à son lecteur. On pourrait faire la même reproche à Guy Dupré, donc finalement ils se rejoignent par là aussi. Donc, et puis il y a aussi l'occultisme qui est très présent chez Guy Dupré. Voilà, c'est ce que je me souviens d'un roman où il y a de la magie au miroir et ce genre de choses. Il n'y a pas que la guerre de 14. Alors effectivement, oui, absolument. J'avais eu une fois Guy Dupré au téléphone à cette époque-là, au propos de la préface, je crois, de l'Étoile de l'Empire invisible. Mais enfin bon, c'est anecdotique, je n'ai pas de souvenir très, très précis là-dessus. En deux mots, très rapidement, il y a une postérité littéraire de Jean Parvulesco aujourd'hui parmi les contemporains. Jean Parvulesco est lu par qui? Son œuvre inspire-t-elle les écrivains ou simplement une confrérie de lecteurs admiratifs? C'est la bonne question. Il faudrait la republier, d'ailleurs, d'abord. Il y a des travaux en cours dans ce sens-là, mais je pense qu'il brille encore dans sa littérature et il intéresse les gens par ses amitiés. Les gens vont à lui par ses amis la plupart du temps. Les gens qu'il a connus trouvent ce personnage intéressant et finalement, du coup, se mettent à lire ses livres parce que le personnage les intéresse. Bien sûr. Alors,
Merci beaucoup Stanislas Parvulescu, Hugues Moreau, Bruno Ditsch pour cette émission. J'espère que nous vous aurons donné envie de lire Jean Parvulescu. Vous aurez vu, je pense, de manière assez évidente que lui-même était un personnage hautement romanesque, mais au sens le plus profond de ce terme, le plus spirituel et le plus poétique. Merci beaucoup et à une prochaine émission des Idées à l'endroit le plus rapidement possible. Merci à tous.